Aussi irrévérencieux qu'un meilleur tour de Valtteri Bottas, aussi brutal qu'un move de Nikita Mazepin en piste, aussi longue qu'une carrière de Kimi Räikkönen. Bienvenue pour cette nouvelle émission des pistonnés de retour après le Grand Prix des Pays-Bas. Oui, il y a eu course aujourd'hui et on va donc pouvoir en parler avec nos deux amis aujourd'hui. C'est le match du siècle, le face-à-face que vous attendiez tous. D'un côté, la nouvelle voix du foot des Z, Monsieur Hamza Rahmani. Comment ça va, Hamza? Bonjour à tous. Fier de toi. On voulait te le dire. Fier de moi. Fier de toi, on voulait te le dire. Magnifique. Non, mais c'est cool. Ça va? Tout va bien? Ça va et toi? On a vécu un beau week-end. Ouais, bah écoute, tout va bien? Beau week-end de Formule Tu 1. t'es régalé ou pas? Ah, je me régale toujours avec le foot africain. Sache-le. Et tu sais, Hamza, c'est comme Slimani, il est bon en sélection, mais quand il revient ici, après... Ouais, c'est compliqué. Parce qu'on ne me donne pas ma chance. C'est un peu comme à Lyon, en fait. D'accord. Ça commence fort avec... je pensais te retrouver un peu triste après l'annonce de la retraite de Kimi Räikkönen, Monsieur Brice Germain, qui est quand même venu avec le sourire. Non, mais je suis en roue libre du coup maintenant, c'est fini. Enfin, comme Kimi, quoi. En fait. bah oui, c'est ça, c'est maintenant que j'ai eu le titre. Ça fait longtemps qu'il est en roue libre, entre le début de ses missions. C'est vrai, on l'a jamais vraiment vu. Encore plus, t'imagines? Ça part bien. Généralement, quand ils sont côte à côte, ils nous ravit, ils nous régalent. Là, on a décidé de leur mettre un petit peu de distance. On a une petite pensée pour Alex Caldi, qui ne pouvait pas être avec nous, bien sûr, aujourd'hui. Mais on regarde tout de suite le sommaire, le programme d'une émission. On va beaucoup parler des Finlandais, les amis. Les Finlandais à l'honneur. Il y aura déjà le débrief du Grand Prix des Pays-Bas avec Max Verstappen qui reprend la tête du championnat du monde à la maison, à Zandvoort, dans une ambiance absolument incroyable. À quelques jours du Grand Prix d'Italie, on ira prendre des nouvelles d'Antonio Giovinazzi, le seul Italien engagé en Formule 1. Est-ce qu'il y aura un Italien l'année prochaine en Formule 1 ou pas? On aura l'occasion d'en parler. On évoquera aussi bien sûr l'annonce du côté de chez Alpha du départ de Kimi Räikkönen. Et puis ce débat consacré là encore une fois à un autre Finlandais, Valtteri Bottas. Est-ce que Mercedes a ruiné la carrière de Valtteri Bottas? Oui, on pose la question aujourd'hui et on aura l'occasion d'évoquer notamment le départ de Valtteri Bottas et son successeur bien évidemment chez Mercedes, George Russell. Et puis le quiz largement consacré à Kimi Räikkönen, mais vous le verrez, il y a quelques petites questions comme ça sur les Finlandais de la Formule 1. Voilà les amis pour ce sommaire de cette nouvelle émission. On vous le rappelle, à retrouver dès le lundi soir à partir de 19h sur Auto Plus TV et puis bien évidemment le mercredi sur la First Team Sport. Ça se passe sur YouTube. Allez, on lance tout de suite le débrief du Grand Prix des Pays-Bas. Le Grand Prix des Pays-Bas, 12e manche du championnat du monde de Formule 1 édition 2021. Regardez plutôt le résultat avec la 17e victoire de Max Verstappen en carrière. La première d'ailleurs d'un Néerlandais aux Pays-Bas. La deuxième place est le meilleur tour pour Lewis Hamilton. Bottas 3e, le seul à terminer d'ailleurs dans le même tour que les leaders. Pierre Gasly est le meilleur des autres à la 4e place. 2 Ferrari, 2 Alpine dans les points. Alonso intercalé entre les deux rouges. Et puis Pérez, à noter, parti de la voie des stands, élu pilote du jour qui accroche les 3 points de la 8e place. Norris ne prend qu'un point et on n'en parlera pas, mais c'est vrai que c'est un peu notre déception en tout cas du week-end, du côté notamment de chez McLaren. Ceci nous emmène naturellement aux 4 enseignements de ce Grand Prix des Pays-Bas. Zandvoort en ébullition, Max en claquette chaussette, ce sera le premier enseignement. Mercedes a tout essayé, mais, parce qu'il y a un mais, dans les tentatives et la stratégie bien sûr Mercedes sur ce dimanche. Pérez, talon d'Achille de Red Bull, c'est la question que j'avais envie de vous poser parce que j'estime qu'on a peut-être été un petit peu gentil avec Sergio Pérez. On verra si vous êtes d'accord et surtout si Hamza Rahmani est d'accord avec ce constat. Et puis votre top flop du week-end, je vois du Gasly, je vois aussi du Nikita Mazepin. Bref, on perd pas de temps, on va se régaler et on attaque tout de suite sur Zandvoort et Max Verstappen. Ça a été un peu les réjouissances de ce week-end, une ambiance absolument extraordinaire. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la F1 à Zandvoort a été une réussite? Il y a eu cette ambiance survoltée, ce public incroyable, ce tracé spectaculaire avec certains morceaux de bravoure. Je pense à l'enchaînement 7, 8, 9 et puis aussi également à ces 2 virages en banking, le virage 3 et le virage 12 si je ne dis pas de bêtises. Un circuit de rythme aussi également et on va y revenir parce que justement ça c'était quelque chose de très très intéressant. Et puis cette question, malgré tous les points positifs qu'on vient de donner, est-ce que c'est pas trop difficile d'y dépasser en course? On évoquera la question de Verstappen tout à l'heure, mais je veux vraiment qu'on commence sur Zandvoort. Regardez plutôt les réactions des pilotes à l'arrivée de cette course qui donnaient un petit peu leurs sentiments sur cette étape néerlandaise au calendrier du championnat du monde. Charles Leclerc qui nous disait c'est un gros challenge pour nous les pilotes, ce n'est pas un circuit en ville mais presque. On n'a pas le droit à l'erreur, les murs sont relativement proches, il y a une adrénaline particulière que j'aime beaucoup. Sergio Pérez, c'est énorme de rouler sur ce circuit old school avec tant de virages
virage à droite à la suite, il est assez unique en son genre et plutôt physique. Il faut vraiment avoir confiance en la voiture pour attaquer. Lewis Hamilton, ils n'en font plus des circuits comme ça, c'est un grand classique. C'est excitant de revenir ici, c'était génial de rouler ici en F3, c'est dingue dans une Formule 1. Et puis Lance Stroll, Zandvoort est un excellent circuit et c'est définitivement plus un circuit pour le samedi. Je suis heureux de le voir au calendrier, mais il y a peut-être moyen d'améliorer les dépassements le dimanche. On a été critique vis-à-vis de Zandvoort quand il a été annoncé au calendrier il y a maintenant 2 ans. Est-ce que c'est une réussite, Zandvoort, les amis? L'événement, le week-end, oui, c'est une réussite parce qu'on a vu des F1 rouler à la limite sur un circuit spectaculaire. On a vu un circuit qui ne donnait pas le droit à l'erreur. On a vu du rythme et encore du rythme. Mais effectivement, ce qu'on reproche à beaucoup de circuits, à savoir qu'on ne peut pas s'y dépasser et que du coup ça donne une procession, ben finalement l'enrobé est juste beaucoup plus joli à Zandvoort, mais finalement les dépassements on n'a pas eu des masses, on en a eu sur la ligne droite, mais sinon on n'a pas eu vraiment beaucoup d'autres endroits pour avoir des opportunités. Donc le week-end global est réussi. Par contre effectivement il faut se poser la question de comment on peut améliorer ce circuit pour qu'on ait plus d'opportunités, parce que je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est, il me semble que c'est Esteban Ocon qui disait qu'il faut au moins 2 secondes de delta. Oui. Pour espérer un dépassement. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit avoir quoi? Des voitures qui Le delta autant autour, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça veut dire qu'on doit avoir des voitures, en gros, qui ont juste un écart de performance énorme, ou alors il n'y a pas de dépassement. Normalement, la F1, c'est on peut se dépasser parce que justement, on est très proche, on se cherche un petit peu à la faute ou quoi. Là, on n'a pas l'opportunité avec ce circuit-là, donc il ne faudrait pas que le public, que la beauté du circuit, que la beauté que ça donne sur une caméra et le plaisir que les pilotes prennent à le parcourir mettent en défaut le fait que, bah oui, c'est très compliqué de s'y dépasser. Alors, je suis d'accord sur ce point, même si l'année prochaine on aura des voitures différentes forcément. Maintenant, il y a un point quand même qui, à mes yeux en tout cas, est important de signaler. Je préfère m'ennuyer devant un circuit type Zandvoort que sur un circuit moderne, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Zandvoort, le fait d'avoir ces graviers, le fait d'avoir de l'herbe, le fait d'avoir ces banquilles, on a vu plusieurs blocages, alors on l'a peut-être pas vu sur le live, mais Fernando Alonso sur une tentative de dépassement sur Carlos Sainz quand il revenait, il a bloqué sa roue avant droite, il a failli prendre le mur au virage 3 en fin de course. C'est un circuit en fait qui ne pardonne pas les erreurs, comme l'année dernière au Mugello. Et sur ce type de circuit, toi en tant que spectateur, tu es obligé d'être concentré, tu es tenu en haleine quand même par ce qui se passe sur la piste, parce qu'à n'importe quel moment, tu peux avoir une petite erreur qui aura de lourdes conséquences, ce qui n'est pas le cas sur les nouveaux circuits. Et rien que pour ça, je trouve qu'il est important, au calendrier de la Formule 1 aujourd'hui, du championnat du monde, d'avoir des circuits type tels que Zandvoort, même si évidemment il faut des circuits où il est plus facile de dépasser, des circuits en ville, évidemment il faut un mix, c'est une globalité finalement un championnat du monde de Formule 1 dans la spécificité des circuits. Mais moi, Zandvoort, vraiment, j'ai trouvé ce circuit, déjà en qualif, c'est un régal. Ah oui, clairement. Même en essai libre en vrai. Oui, mais évidemment, on voit des pilotes qui terminent dans le bac à gravier, on voit des Hamilton, on voit des Carlos Sainz, une erreur, c'est terminé. C'est dur, mais c'est la F1. Moi, c'est ce que je demande. C'est le sport d'élite. Est-ce que tu n'es pas un peu déçu par rapport à ce que tu as vu justement au Mugello, et dès le vendredi, on s'est dit, ok, ça va ressembler au Mugello en termes de rythme, de manière d'aborder les virages, de rythme en course. Et de voir que finalement, bah, la sortie que tu as pu avoir comme celle de Stroll au Mugello, tu l'as pas. Que, bah, tu voulais plus de grabuge en course. Le chaos qu'on a eu un petit peu au Mugello, de fait d'avoir une nouvelle piste, de ne pas connaître les datas, d'avoir des mecs qui tentent des dépassements là où au final ça ne passe pas. Tu vois, ce qu'il y a eu au départ au Mugello avec Verstappen qui se fait sortir, Raikkonen qui se tasse, machin et tout, on l'a pas eu là, ça a été très prudent. Très calme, alors que moi je m'attendais vraiment à ce qu'au numéro 3, il y en a 3 c'est joint un détail comme ça. Ça c'est joint un détail parce que quand tu vois la lutte notamment entre les Alpines et les Ferrari au départ, à une question de millimètres, ça aurait pu être le chaos justement. Je pense qu'il parle aussi d'Hamilton et Verstappen, mais est-ce la faute du circuit si Verstappen fait un excellent départ et qu'Hamilton fait un départ? Est-ce que, là on ne le saura pas, on le saura peut-être l'année prochaine, même si les voitures seront différentes encore une fois, mais si Hamilton prend un meilleur départ que Max Verstappen, on ne sait pas ce que ça aurait donné. On a vu effectivement ce que ça a donné avec Alpine et avec les Ferrari. Bah, finalement, cette lutte, avec là encore, c'est une spécificité. Bravo à Fernando Alonso, forcément. D'ailleurs, il paraît que c'est le premier pilote qui a compris comment prendre le virage 3 en essai libre, et derrière Esteban Ocon, puis
l'ensemble du paddock a copié la manière de prendre le virage de Fernando Alonso. Ça ne nous étonne absolument pas. Ah, étonnant, ils n'ont pas copié Mazepin, on y reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est que là aussi, ça m'a surpris quand même. Fernando Alonso, tous les pilotes savent comment prendre ce virage froid pour aller plus vite. Et sur le premier tour, il n'y a que Fernando Alonso qui va à l'extérieur. Sinon, ils vont tous à l'intérieur. Et comme par hasard, celui qui gagne des places, c'est Fernando Alonso. Mais finalement, je trouve que ce virage froid, effectivement, on a vu ce que ça pouvait donner. Maintenant, on est peut-être déçus. Moi, le premier, je m'attendais à une lutte jusqu'au virage froid, Verstappen-Hamilton. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Mais c'est pas du fait du circuit, comme tu l'as dit. Non, Si Verstappen a collé plus de 2 secondes en 2 tours, et on va y revenir bien sûr à Lewis Hamilton, c'est aussi peut-être les performances de sa Red Bull. Juste 2 points sur lesquels je voulais vous relancer. Tu as fait écho tout à l'heure avec le virage 3. Moi, le truc que j'ai trouvé peut-être le plus inédit en Formule 1, sur la récente époque en tout cas, c'est cette possibilité comme ça d'aller accrocher 2 trajectoires différentes, d'avoir ce choix en fonction notamment des caractéristiques de la voiture. Ça, j'ai trouvé que c'était quelque chose de très 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 intéressant. Et l'autre point sur lequel je voulais vous relancer, c'est cette ambiance, parce que franchement, il y a eu une ambiance, même si on était derrière notre télé, on n'a pas pu se rendre compte directement, bien sûr. on l'entendait quand même. Mais on entendait énormément. Vraiment une ambiance de Bombonera, une ambiance de stade, quoi, un petit peu. C'est assez unique, quelque part. Il y a Monza, qu'on va bien sûr suivre le week-end prochain. Mais là, quand même, c'est quand même un vent d'air frais absolument extraordinaire pour la Formule 1 après une sortie Covid, notamment. C'est vrai qu'à Austin ou à Bahreïn ou à Sochi, tu peux le dire. Hein. Ou à Sochi, oui, c'est vrai que j'ai même pas pensé pourquoi. On n'a pas. Non, mais effectivement, c'était complètement dingue. À chaque passage, déjà, en essai libre, à chaque passage de Max Verstappen, t'entends un brouhaha général qui gagne ton téléviseur. Enfin, c'était fou. Puis... On a juste envie d'y être, en fait. Non, mais déjà que c'est quand même les mêmes mecs qui foutent l'ambiance sur tous les autres circuits du monde. Alors quand ils sont chez eux, t'imagines un petit peu le dawa que ça peut être. Je vais revenir sur les trajectoires. C'est pas forcément vrai. Il y a d'autres circuits où on voit des possibilités de trajectoires différentes. Suzuka en est un, en fait, où concrètement, la trajectoire qui est la meilleure, c'est celle que tu le sens le plus dans un circuit comme ça. Silverstone, à certains endroits, c'est pareil. Alors, évidemment, pas dans les S, mais dans certaines courbes longues, en fait, on a un peu ça. À Shanghai, au virage numéro 1, on a un peu ça aussi. Là, par contre, ce qui est différent, c'est que n'importe quelle trajectoire est valable pour n'importe quel type de pilotage. C'est le circuit qui met en avant cette possibilité d'avoir 2 trajectoires différentes. C'est-à-dire que la première, on t'annonce à l'intérieur que ça sera plus court, mais par contre ça montera plus. Et à l'extérieur, ça sera plus long, mais ça montera moins. C'est annoncé. C'est pas par rapport à un style propre de pilotage. C'est vraiment, tu as le choix. Il y en a 2 qui passent de la même manière. Et c'est ça qui est différent. C'est pas tant le fait qu'on puisse prendre 2 trajectoires différentes, c'est le fait qu'elles soient à peu près égales en termes de temps. Et que du coup, ils ont fait le choix de l'extérieur. Mais je pense sincèrement que l'intérieur aurait été aussi valable. Peut-être moins avec le côté, le dérating qu'il y a pu avoir avec les Mercedes et les Aston Martin qui ont montré qu'on va peut-être se calmer sur les dévers et on va peut-être prendre les parties un peu plus plates pour essayer d'éviter les problèmes d'huile. Mais en attendant, je trouve que c'est simplement le fait qu'on a offert aux pilotes la possibilité de venir se battre à n'importe quel endroit de la piste. Lui, Zandvoort, un dernier mot, Zandvoort, ça fait partie désormais de ces circuits où tu as la possibilité aussi d'avoir une course tactique. Une course qui se joue sur les arrêts, sur les stands, sur la stratégie. Et là aussi, c'est pas le plus passionnant, mais il en faut. Et il en faut. Clairement. Parlons de Max Verstappen, le héros bien sûr néerlandais. Max Verstappen donc, qui remporte ce Grand Prix à domicile. Max Verstappen surtout qui se remet bien après une période compliquée avant la trêve. 50 points là, récoltés en 2 courses. Il reprend du même coup la tête du championnat du monde. C'est quand même un passage important. On est à la 12e course. Il évoluait bien sûr à domicile. On l'a trouvé très flegmatique, mine de rien, en sortant de sa voiture. Qu'est-ce qui vous inspire ce succès de Max Verstappen, les gars ? Je me rappelle Sébastien Vettel, moi, avec Red Bull. Pas forcément par rapport à la voiture, mais par rapport à la linéarité de la course qu'il a faite. Freine au même endroit, il réaccélère au même endroit, il braque au même endroit. La voiture, elle est stable, mais elle est équilibrée comme pas possible. C'est un métronome et il est robotique dans la manière de la conduire. Donc à partir de là, il peut rien lui arriver. C'est stable, 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 stable. Hamilton s'est rapproché à plusieurs moments. Ça l'a pas inquiété plus que ça. Et en même temps, il savait qu'effectivement, ils font un delta tellement énorme que c'est pas possible. Franchement, il a été très grand sur l'ensemble du week-end. Il a quand même failli perdre la pole à cause de DRS. Et sur ses célébrations à Max Verstappen, ouais, il est en mission. Il est en mission, là. C'est pas la foule orange qui l'a gagné. Là, là, il sait qu'il lui reste 9 courses et que concrètement, va pas falloir la louper, quoi. Ah, c'est ça qui est dingue. Il n'a que 23 ans.
C'est la première fois qu'il se bat pour un titre mondial. Et effectivement, moi, je m'attendais peut-être à en voir une carapace explosée, un Max Verstappen différent devant son public. Non, il est en mission, c'est ça. C'est objectif atteint sur ce Grand Prix. Maintenant, on passe tout de suite à Monza. Il n'y a pas eu d'effusion de joie et c'est presque. Parce qu'il y avait énormément de pression ce week-end quand même. Quand tu prends ne serait-ce que la pression du public, et la pression du public déjà c'est une chose, la pression aussi de Lewis Hamilton tout au long du week-end dans sa com en piste, même dans son team radio entre guillemets, il y avait ce jeu de un peu d'intox, il y avait un peu ce côté intox. Il a été gros bras quand même Verstappen. Est-ce qu'on peut dire après un week-end maîtrisé comme ça de bout en bout qu'il a peut-être même encore un peu step up, même si on le répète course après course depuis déjà 1 an ou 2. Là, il y a quand même l'impression qu'il a encore passé un cap quoi, dans l'approche morale et mentale. Il a passé un cap. Je pense que Silverstone l'a aidé. À mon avis, il a dû. Je pense qu'il a eu sa crise à ce moment-là de je suis en tête, mais c'est pas juste, mais machin, mais vous vous rendez compte et tout. À mon avis, il s'est fait calmer un peu par l'ensemble de Red Bull, calmer par sa com, tout ça et tout. Les vacances lui ont fait du bien. Il revient à Spa, il prend des points gratuits. Enfin, presque. Hein. Oui. On va pas revenir dessus. Là, c'était. Je pense qu'il s'est dit, à mon avis, c'est le plus grand piège dans lequel tu peux tomber, c'est de te dire que tu es à la maison et que tu es dans un fauteuil avec des chaussons. Ça n'a pas été le cas. Enfin, des claquettes. C'est pas comme en foot où tu joues à domicile. Là, ça dépend quand même de ta monoplace, de tes performances en piste. Et effectivement, je trouve que Verstappen, alors, je le disais tout à l'heure, il n'a que 23 ans, 17 victoires. Il a des statistiques ahurissantes. Et j'ai hâte de voir la suite de la saison de Max Verstappen. Est-ce qu'à un moment, il va flancher, ne serait-ce que dans la tête, mentalement? C'est la première fois qu'il se retrouve dans cette position. Exactement. Et pour le moment, je suis bluffé par ce qu'il fait. Surtout qu'il se fait prendre quand même une trentaine de points en 2 courses. Ouais, j'ai pas les chiffres, je sais pas si c'est ça. C'est ça. En 2 courses, alors qu'il a construit son avance sur 6, 7 courses. On parle de post-Barcelone jusqu'à l'Autriche, jusqu'avant Silverstone. Donc c'est plusieurs mois en fait, de construction qui sont réduits en l'espace de 2 semaines. On aurait pu comprendre qu'il y a un craquage. Il y a eu un craquage chez Sébastien Vettel en 2018, après Hockenheim. Il y a eu ça. Il y a eu des craquages avec Nico Rosberg après des événements comme ça. Verstappen, il a reconstruit son avance là. Il l'a reconstruite. Rappelez-vous qu'on parlait de tournant de la saison quand même après Silverstone. On se posait la question du tournant de la saison. Il nous a offert en tout cas une réponse sur un plateau. Il l'a gommé pour le moment. Il a gommé ce tournant. Juste une stat, 1000 tours menés. C'est le 19e en F1 à faire ça. 19e et il a 23 ans. Puisqu'on va sur les stats, 17 victoires, c'est un record pour un non-champion du monde. Ouais. Et 17 victoires, ça le place au 17e rang des pilotes qui ont le plus gagné dans l'histoire de la F1. Tout est dit. Il reste 10 ans de carrière, plus même. Il va nous régaler encore, ce Max Verstappen. Évoquons, vous avez été dithyrambique et on a été dithyrambique sur Red Bull, sur le peuple orange et bien évidemment sur Max Verstappen. Oui, on va peut-être mettre un petit bémol et je vais vous poser la question de Mercedes. Mercedes a tout essayé ce week-end, mais, parce qu'il y a toujours un mais et toujours un bémol bien sûr à apporter, beaucoup de questions découlent. Regardez plutôt bien sûr avec ce tableau, Mercedes a tout essayé malgré un rythme en deçà des Red Bull tout le week-end. Ils n'ont même pas pu profiter du problème de DRS de Verstappen en Q3 pour aller chercher la pole. La tentation de l'unique arrêt pour Valtteri Bottas, histoire d'aller gêner un petit peu la stratégie de Red Bull et de Verstappen. Les tentatives d'undercut d'Hamilton sur Verstappen qui ont échoué. Et le mais, c'est ces 3 questions. Ont-ils sacrifié Bottas un peu trop tôt dans cette saison? Le premier arrêt d'Hamilton n'est-il pas un peu trop lent pour essayer de tenter justement de réussir cet undercut? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion du deuxième arrêt de Hamilton? Est-ce qu'on l'a pas arrêté là encore une fois un petit peu trop tôt? Est-ce qu'on aurait pu tenter, pourquoi pas, un 3e arrêt dans cette course? Regardez l'avis déjà de Lewis Hamilton sur toutes ces questions que je viens de vous poser. Lewis Hamilton, le prix du fair play et du swag, il faut le dire quand même ce week-end. Quelle course, quel public, c'était un super week-end. Max a fait un excellent travail, mes félicitations à lui. J'ai tout donné, j'ai énormément poussé, mais ils étaient tout simplement trop rapides. Je vais l'appeler Moïse parce que lorsqu'il a du trafic, il s'écartait devant lui. Le dernier tour a été mon moment préféré avec la tentative du meilleur tour avec peu de carburant et des bons pneus. Finalement, Zandvoort est une de mes pistes préférées. Revenons sur la gestion de Mercedes. Est-ce que vous avez tout compris à ce qu'ont fait les flèches d'argent ce week-end ou est-ce que pour vous c'était une stratégie catastrophique? Les 3 idées sont bonnes, mais elles sont mal faites. Moi, je trouve. Que Bottas reste devant pour gêner Verstappen, en sachant que du coup, il y a besoin d'un gros delta pour dépasser. Bon, je trouve ça intelligent.
encore faut-il prendre en compte que tu as des softs, que Hamilton s'est plein des softs sur la Mercedes 10 tours avant et que t'envoies Bottas dans le mur en faisant ça. Tu l'envoies vraiment au casse-pipe. Et C'est désespéré, C'est quasiment. important d'envoyer Bottas ou pas dans le mur. Bottas, aujourd'hui, il est là pour aider Lewis Hamilton. Mais il n'est pas là tu trouves qu'il y a eu tu trouves que ça l'a aidé? Ben, il y a eu une tentative. Non, mais après, Mercedes comptait sur Valtteri Bottas. Est-ce la faute de Mercedes si Max Verstappen a passé avec facilité, c'est le moins que l'on puisse dire, Valtteri Bottas? Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu naïf? Fais-le deuxième relais. En fait, Fais-le voilà, en c'est ça. médium. Oui, mais alors, si tu le fais au deuxième relais, il y a le risque d'être piégé par une safety car. Parce que si à cause d'une safety car, tu as un deuxième arrêt de Max Verstappen, tu as un deuxième arrêt de tout le monde, c'est arrêt gratuit. Et dans ces cas-là, c'est terminé. Mais tu as la certitude que les softs tiennent pas. Tu l'as. Hamilton, il est en train de se plaindre et il va s'arrêter. Et il s'arrête. Mais c'est une histoire de timing. Parce que là, Verstappen, il rattrape Bottas. Alors, certainement, lui aussi a été malin, suffisamment malin pour le rattraper sur la ligne droite. Mais si Max Verstappen se retrouve à rattraper Valtteri Bottas sur la partie sinueuse du circuit, bah là, il va perdre du temps. Et là, tu as Hamilton qui va gagner des dixièmes, voire des secondes. Après, il a gagné, mais. Enfin, Hamilton a gagné du temps sur Verstappen, mais c'est trop faible en fait. C'est pas un temps qu'il faut gagner, c'est limite que sur le dépassement, il faut qu'il soit piégé Verstappen parce que il faut faire une Massa Weber Alonso 2012 Brésil. Il faut se retrouver dans un cas de configuration à 3 voitures parce que gagner du temps, ça va l'arranger en quoi? Puisqu'il n'a pas le delta suffisant pour aller le passer. Même un DRS, ça n'aurait pas été suffisant, la ligne droite est trop courte. Donc, à moins que Hamilton réussisse pendant un tour à rester collé à Verstappen, ce qui définitivement n'était pas le cas, et il a montré, il a assez parlé à la radio pour dire que c'était pas possible et que voilà, je vois pas comment ils auraient pu faire fonctionner cette stratégie-là autrement qu'avec un Bottas réellement gênant. Là aussi, alors je sais plus si c'est sur le premier ou sur le deuxième arrêt, mais il y a la radio de Lewis Hamilton qui dit Verstappen, il a de la chance sur le trafic. Ce qui est pas faux, parce que Lewis Hamilton, à un moment, il revient à moins d'une seconde de Max Verstappen. Oui, il est piégé par le trafic et il se retrouve un tour plus tard à 3 secondes. À 3 secondes, ouais. Donc c'est là aussi où effectivement il y a peut-être un peu de réussite. Et là, la responsabilité, je trouve, c'est là où on peut pointer la responsabilité de Mercedes sur la gestion de Lewis Hamilton par rapport au trafic. Le deuxième arrêt, si on en vient au deuxième arrêt, je le trouve pas précipité dans le call. Pourquoi? Parce que, alors il y a un coup de bluff, ou pas d'ailleurs, de Red Bull qui dit à Verstappen il faut accélérer parce qu'en gros il te reste 4 ou 5 tours. Mercedes veut tenter l'undercut, c'est la seule possibilité pour dépasser Max Verstappen. Maintenant, il faut aussi faire en sorte que Lewis Hamilton ressorte en piste dans de bonnes conditions. Et là, la responsabilité, elle est de Mercedes de faire ressortir Lewis Hamilton dans le trafic. Après, sur ce call-là, si on prend un peu de recul, est-ce qu'on n'a pas Zandvoort qui est vachement court et du coup qui a du trafic? Absolument pas. Oui, Top, ouais. oui. Et on a une piste où le trafic est encore plus dur à gérer car elle est étroite et qu'elle est une piste de rythme. Donc, au bout d'un moment, tout drapeau bleu qu'il y a, et des mecs qui sont en course en fait et qui oui, mais encore une fois, d'accord, mais tu peux faire en sorte de sortir Lewis Hamilton. Alors dans ces cas-là, parce qu'effectivement sur la F1 TV, tu sais, t'as le, peut-être il n'y a pas de fenêtre. t'as la map, ouais. t'as la map, mais fais en sorte de faire sortir Lewis Hamilton entre, par exemple, je te donne un exemple, entre le 15e et le 16e. Plutôt, parce que là, il ressort sur le top 6 Alpines. avec les Alpines. Parce qu'il est gêné par les Ricciardo, Alpines, ouais. Là, c'est une bataille pour les points. Donc forcément, t'es moins enclin à laisser passer sous drapeau bleu parce que toi, déjà, tu joues de gros points. Ouais. Donc dans ces cas-là, là aussi, encore une fois, la responsabilité, elle est de Mercedes. De toute façon, le call, comme tu dis, le call est bon. Le momentum, on dirait qu'ils ont oublié la variable. Alors que d'habitude, ils sont si forts pour faire sortir. Tu sais, généralement, ils ressortent juste devant le pilote qui allait les gêner dans cette manœuvre-là. Là, on a retrouvé un Hamilton qui a gagné du temps, qui a fait le travail, en gagnant, mais qui, du coup, aurait pu faire une manœuvre 100 fois plus réussie si cette piste-là était un tout petit peu plus propre. Quoi. Et en même temps, comme tu le disais, s'ils attendent pour faire entrer Hamilton, pour pouvoir le faire ressortir, on va dire, dans une zone qui soit un peu plus libre et sans trafic, peut-être qu'ils ne font jamais cette undercut. Enfin, peut-être que cette tentative d'undercut ne marche jamais puisque Verstappen s'arrête à ce moment-là. Et puis sur le premier arrêt, il perd une seconde au stand. Oui, c'est vrai. Suite à l'arrêt de Mercedes. Plus ça. Et pareil, il y a eu une mauvaise gestion sur un peu la panique qu'a pris Mercedes, c'est qu'à la base, Hamilton, sur le premier relais, il est loin. Hein. Il n'est pas collé à Verstappen. Non. Et s'il n'est pas collé à Verstappen, c'est parce que, pour une chose très simple, c'est que chez Mercedes, c'était très clair, c'était un arrêt. Et Hamilton est parti en début de course en mode gestion de pneus. Lui-même avouait qu'il ne comprenait pas pourquoi Verstappen s'envolait autant. Je disais, mais pas possible, il va faire 2 arrêts, et comment nous on va gérer ça? Et au final, il a économisé des pneumatiques pour rien. Parce que du coup, il s'est arrêté sur un call beaucoup plus précipité que ce qu'il aurait dû faire à la base. Si Hamilton avait été à 1,5 seconde
et avait tapé dans sa gomme avant son arrêt, peut-être que justement l'undercut aurait fonctionné. Donc on peut pas mettre des billes là et des billes là et Bien des sûr. billes là et derrière se dire on va prendre là où ça fonctionne. Au bout d'un moment, C'est pas noir ou blanc, c'est gris. bah là en l'occurrence, ils n'ont pas réussi à faire une stratégie bien définie et ils ont essayé un peu tout partout. Il n'y a rien qui a fonctionné. Sur cette situation, on a l'impression qu'il n'y a pas eu d'anticipation. Mhm. Voilà, on essaye un peu au hasard et on voit ce que ça donne. Je lisais, je crois que c'était Toto Wolff qui disait on est surpris que Red Bull ait tenté le pari des durs à la fin. Oui. Alors, effectivement, il restait des durs 9 pour Max Verstappen. Je crois qu'il n'avait plus de médium 9. Par contre, tu peux pas être surpris, même si tu n'as pas testé en essai libre. C'est aussi une possibilité. Il faut juger en fait toutes les possibilités. Et à un moment, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Mercedes s'est retrouvé un peu dans la position de Ferrari ces dernières années. Voilà, c'est on Tentative tente, et puis désespérée un si peu. ça marche, ça marche. Si C'était ça un peu marche pas, tant moi, pis. j'ai trouvé que c'était à l'image, tu vois, de la stratégie autour de Bottas. J'ai trouvé que c'était un petit peu désespéré. Il faut dire que le gap de performance quand même entre Mercedes et Red Bull ce week-end était quand même Désespéré, assez c'est important. problématique quand c'est à Zandvoort parce que c'est compliqué de dépasser en piste. Mm. Si tu fais une erreur à Monza, tu peux rattraper parce que derrière, le pilote, il peut faire le travail en piste et dépasser. À Zandvoort, c'est plus compliqué. Justement, je trouve ça encore moins désespérant à Zandvoort parce que si tu arrives à faire cette undercut, derrière, ça veut dire que mais l'écart c'est de pas performance que tu as avec la Red Bull, tu peux le combler avec le fait qu'il ne pourra pas dépasser. Mais la stratégie, elle n'est pas maîtrisée. C'est ça que je te dis. Ah oui, mais C'est pour ce que je veux ça. dire, c'est que la stratégie Une est stratégie- plus importante. Une stratégie non maîtrisée à Monza, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, en piste, Hamilton peut éventuellement revenir sur Verstappen, le dépasser en piste. Une stratégie non maîtrisée à Zandvoort, à Singapour, à Monaco, Ah bah c'est cata, oui. c'est forcément plus compliqué. Les amis, parlons de Sergio Pérez. J'arriverai pas à vous mettre d'accord sur Mercedes, mais je pense que je ne vous mettrai surtout pas d'accord sur le cas du Mexicain, pilote numéro 2, bien sûr, chez Red Bull. Regardez plutôt avec ce tableau et cette question purement provocatrice, bien sûr, pour notre ami Hamza. Sergio Pérez est-il le maillon faible de cette équipe Red Bull? Il vit une période noire, Sergio Pérez. Il y a eu son erreur, bien sûr, en course sprint à Silverstone. Il a été victime aussi du crash Bottas à Budapest. La nouvelle erreur à Spa la semaine dernière dans le tour de mise en grille. Piégé là ce week-end en Q1 du côté de Zandvoort. Bref, le bilan, il est un peu cata. 4 points pris en 4 courses. Pour un pilote qui est censé, bien sûr, permettre à son équipe d'aller remporter un titre de champion du monde des constructeurs. Le bilan aussi comptable au classement, on le verra tout à l'heure, c'est que Sergio Pérez s'éloigne de Valtteri Bottas. Il voit aussi Charles Leclerc se rapprocher. Mais le positif dans tout ça, c'est que Sergio Pérez, son moral n'est pas atteint. Son contrat a été prolongé déjà pour 2022. Des dépassements et de la rage en course, il l'a montré hier. Il a d'ailleurs été élu pilote du jour. Mais il a été élu pilote du jour avec une voiture, on l'a vu, au-dessus du lot. C'est très simple, il y a 3 voitures, il y a 2 écuries qui étaient dans le même tour, hormis Sergio Pérez parce qu'il partait de loin. Mercedes et Red Bull ont collé quand même hier un tour à toute la concurrence. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, un petit peu de Sergio Pérez? Moi, je vous posais la question telle que je le pense depuis quelques jours. Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop gentil ces dernières semaines avec Sergio Pérez et même depuis le début de saison? On en attendait beaucoup. Il nous a régalé avec cette victoire, notamment du côté de Bakou. Est-ce que là, au vu des 4 dernières courses, est-ce qu'il ne serait pas temps de lui tomber un petit peu dessus? Les 4 dernières courses. Avant les 4 dernières courses, on avait le droit, j'estime, d'être plutôt convaincu par les performances d'un Sergio Pérez qui découvre un nouvel environnement, qui découvre une nouvelle équipe, qui découvre une nouvelle voiture, qui découvre un nouveau coéquipier. Là, effectivement, on ne peut pas être satisfait de ce qu'il propose sur ces 4 dernières courses, même si, encore une fois, moi, je peux lui trouver des circonstances atténuantes. Ce qui se passe hier avec Mazepin, j'en reparlerai dans quelques minutes. Il lui ruine sa course, sa stratégie, puisqu'il doit s'arrêter au bout de 8 ou 9 tours. Après, il y a des erreurs. La Belgique, ça tombe sur lui, mais effectivement, là, il est sur une série compliquée. Maintenant, tu parlais du classement pilote où Charles Leclerc revient. Moi, je peux aussi voir le haut, le verre à moitié plein. Sergio Pérez, il est qu'à, je crois, 15 points de Valtteri Bottas, qui est le 3e. Il y a 15 points Bottas, 15 points Leclerc. Voilà, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Et mine de rien, aujourd'hui, Sergio Pérez pilote la meilleure ou l'une des 2 meilleures voitures. Moi, je me fais pas de soucis sur la fin de saison de Sergio Pérez. Moi, j'essaie juste de voir le prisme de Red Bull. Le prisme de Red Bull, c'est comment on aide Max à être champion du monde. Et sur des courses comme la France, il aide Max à être champion du monde. Sur des courses, il y en a d'autres. Bakou, en fait, mine de rien, s'il n'est pas là à Bakou, Hamilton, il gagne, il sort pas. Complètement. Et je suis pas sûr qu'il en faille. On verra à la fin de saison, tu vas me dire, mais il en faille beaucoup plus à Red Bull pour que le job du 2e pilote soit fait. Parce que si on prend côté Albon et si on prend côté Gasly, il n'y a aucun moment où ces deux-là n'ont fait le travail pour Max Verstappen
dans la lutte pour le titre. Alors certes, c'était pas la même voiture, elle luttait pas pour le titre à cette époque-là. Ok, je suis d'accord. N'empêche que Sergio Pérez, là, à l'heure actuelle, En fait, il n'a pas le niveau de Max Verstappen. je me permets de te couper, parce que quand tu fais le décalage et tu fais le delta au bout de 12 courses, Sergio Pérez c'est plus de 100 points, quand Albon c'était à peu près une soixantaine de points et Gasly c'était encore un petit peu moins. Alors bien évidemment, on peut être réjoui pour Red Bull de se dire Sergio Pérez a réussi là où les autres ont échoué, il a gagné une course, il a rentré plus de points que ses deux prédécesseurs. Mais est-ce que ça suffit quand même au bonheur? Parce que quand tu regardes la problématique pour Red Bull au départ de ce Grand Prix des Pays-Bas, c'est que l'erreur, même s'il est piégé, que peut-être que Red Bull y est pour quelque chose dans son problème en Q1, le problème c'est que Verstappen, il n'est pas du tout couvert, il n'est pas du tout protégé, comme tu l'expliquais sur des courses précédentes. C'est là où on verra si Sergio Pérez est un problème pour Red Bull. C'est le jour où Max Verstappen pâtira de son absence. En attendant, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, et c'est exactement comme quand on se pose la question de savoir si Bottas est un problème ou non. Bottas est un problème le jour où Mercedes n'est pas champion. Et là, en l'occurrence, et on se posait la question en début de saison, Pérez-Bottas, qui en fait sera celui qu'on pointera du doigt à la fin de saison. Là, pour le moment, il est vrai que quand tu regardes Max Verstappen en tête du championnat pilote, Red Bull deuxième au championnat constructeur, on sait où regarder. On sait où regarder et on regarde pour le moment du côté de Sergio Pérez. Il y a 12 points d'écart au constructeur, il y en a 15 au pilote. Ça vient de là. Après, c'est 15 points et il reste 9 courses. Donc, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, Sergio Pérez soit un réel poids pour Red Bull. Ça commence juste à être une spirale négative qui est en train de continuer. La Hongrie, il se fait dégager. Spa, il fait cette mini-erreur, mais l'impact, il est énorme, l'impact après de Spa, parce qu'il n'y a pas de course. Et hier, il ramène quand même des points. Après, ça s'est bloqué par Mazepin. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une spirale négative. Mais à lui, maintenant, de tout aligner dans un week-end, c'est ça qui lui manque. Parce que la perf, il l'a. Et puis, il y a un point important. Sergio Pérez, aujourd'hui, j'ai cette sensation que d'ici à la fin de saison, on pourra le retrouver sur le podium et il pourra gagner des courses. À la régulière ou en profitant. Mais il pourra gagner des courses. Pierre Gasly, lorsqu'il était chez Red Bull, Alex Albon, lorsqu'il était chez Red Bull, j'avais pas forcément cette sensation. T'as raison. C'est le côté moral, c'est l'approche morale et l'expérience peut-être et le métier. Juste une petite réaction, parce que le temps file à une vitesse pas possible. Pierre Gasly, petite citation quand même à vous donner. On reste sur le sujet bien sûr de Sergio Pérez. Je me demande pourquoi je n'ai pas été promu chez Red Bull. Il y a eu des discussions et je pense qu'ils sont vraiment heureux de mes performances. Mais évidemment, il n'y a pas que ça dans la balance. Ils ont pris leur décision. C'est une petite déception pour moi parce que c'est là que je veux être. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se reproduira pas à l'avenir. Pierre Gasly, encore félicité hier par Mercedes sur les réseaux. On va en parler tout à l'heure de Pierre Gasly. Le renouvellement, et c'est un tour de table très rapide, le renouvellement de Pérez en 2022, vous le comprenez ou vous ne le comprenez pas? Après les propos de Gasly. Oui, parce que c'est un pilote expérimenté qui peut s'adapter au fait que Red Bull fasse une voiture pour Max Verstappen et pas pour lui. Donc à partir de là, on demande juste à un pilote de s'adapter à une voiture faite pour un autre et de mettre des points avec. En l'occurrence, il faut un pilote d'expérience et un pilote qui cherche pas trop les noises. Sergio Pérez semble être un bon casting. Il y avait d'autres mecs, il y a Nico Hülkenberg également. Mais qui n'offre pas forcément plus de garanties que Sergio Pérez. Exactement. Et par contre, tu mets Gasly. Et Gasly, on va se retrouver dans la même configuration qu'avant. Et si lui, en fait, il a plus d'ambition ou quoi, ça va venir faire un petit peu une épine dans le pied de Max Verstappen. Et on ne veut surtout pas faire ça. Donc Sergio Pérez, oui, c'est un choix logique, un choix froid et un choix de raison pour Red Bull. Et je trouve ça, oui, tout à fait, ça convient en fait à ce qu'ils veulent. Il a tout dit. C'est parfait, merci. Un peu, hein. Merci pour le chronomètre, mon cher Hamza Rahmani. Allez, le top flop des pistonnés sur ce week-end. Vous avez sélectionné chacun un pilote, chacun une situation. On va commencer dans le positif. On regarde avec ce tableau. Le positif, c'est bien sûr Brice qui va l'aborder avec le top du week-end. Pierre Gasly. Pierre est le meilleur des autres. P4 samedi, P4 dimanche. 27 points pris sur les 3 derniers Grands Prix. Ode à Pierre Gasly pour notre ami Brice. 27 points pris sur les 3 derniers Grands Prix, c'est la moitié quasiment de ses points cette saison. C'est une constance d'une linéarité assez folle pour une écurie qui est surtout habituée au coup d'éclat. On reprochait souvent à AlphaTauri, et notamment en ce début de saison, de performer le samedi et d'être nulle part le dimanche. On reproche aussi le manque de synergie avec Gasly, d'être très bon le dimanche et parfois moins le samedi. Là, il y a tout. Il y a tout. Le samedi, il fait P4 et on l'a pas vu de la course, le Pierrot. Et c'est parfait. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il a mis à l'amende Leclerc, il s'est fait distance par Bottas. Aujourd'hui, une AlphaTauri termine 4e à la régulière.
de ce Grand Prix. Et c'est ça qui est le plus important. Moi, quand on me dit Pierre Gasly doit aller chez Red Bull pour évoluer, je dis non, pas du tout en fait. Parce qu'aujourd'hui, Pierre Gasly, il lead un projet qui l'amène 4e sur un Grand Prix. Pas tout le temps, je suis d'accord, mais il est 4e. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas aller devenir 2e pilote Red Bull, t'embêter avec toutes ces choses-là, alors qu'aujourd'hui, tu leads un projet. Donc peut-être qu'il pourra être premier pilote dans une autre écurie, une meilleure écurie, mais pour le moment, la meilleure place qu'il puisse avoir, c'est celle d'AlphaTauri. Et je trouve qu'aujourd'hui, il performe de manière sublime avec cette voiture et qui se pousse mutuellement, que ce soit l'écurie de Faenza ou lui, vers le haut. Donc, statu quo, change rien. Et puis c'est la meilleure place aussi pour 2022 dans l'optique où AlphaTauri, par exemple, rate complètement sa voiture. Le paddock se souviendra du talent et des performances de Gasly en 2021 notamment. Et ça permet aussi à Gasly d'évaluer le marché fin 2022 avec la vision des performances du paddock en 2022, voir où est la meilleure place. Ça se trouve, Red Bull en 2022 sera à la rue. Et dans ces cas-là, pour 2023, Gasly, aller chez Red Bull, c'est peut-être pas la meilleure option. Il aura peut-être d'autres offres de Ferrari, McLaren, Mercedes, j'en sais rien, ou une autre équipe, Alpine. Et à ce moment-là, il pourra choisir le projet qui lui conviendra le mieux sur le long terme. On passe au flop, les amis. Il y a eu beaucoup d'éloges, ça a été magnifique et je suis moi-même ému là actuellement. Mais j'ai surtout hâte de la deuxième partie de ce top flop. On évoque le flop avec Hamza Rahmani qui nous disait, alors il nous a pas dit tout à fait ça hier, il nous a pas dit Mazepin c'est n'importe quoi, c'était plutôt je vais lui mettre un penalty bush et vous allez voir ça va bien se passer. L'accrochage avec Schumacher forcément en qualif, forcément en course, les défenses dangereuses, tu as commencé à en parler tout à l'heure sur Pérez et également sur Latifi. Mazepin, ça y est, il a atteint, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, Hamza. Encore une fois, je vais être très clair sur le côté sportif. Je n'en ai cure de son niveau, de son talent. Tu peux être mauvais, tu peux être très mauvais, tu peux être en fond de grille, tu peux piloter un tracteur. C'est pas grave. On en parlait il y a quelques semaines, je ne sais plus à l'occasion de quel Grand Prix. Quand tu mets en danger d'autres pilotes, tu n'as pas ta place, tu n'as rien à faire sur un circuit de Formule 1. À un moment, le samedi, il y a cette mésentente, cet accrochage. Schumacher lui grille la politesse, appelez ça comme vous voulez, d'accord. C'est pas une raison pour vouloir le foutre dehors le dimanche. Parce que dimanche, au premier tour, oui, c'était au premier tour, ou à la fin du premier tour, Schumacher il prend l'aspiration sur le banking, il croise Mazepin, et Mazepin vient refermer sur lui pour l'envoyer dehors, soit dans les stands, soit sur le muret des stands. À un moment, enfin, il n'y a pas eu d'enquête, hein, parce que les enquêtes, ouvrir les enquêtes, les commissaires de piste, la direction de course, là, ouvrir des enquêtes sur des accrochages ou des contacts roue contre roue, là on y va pour mettre des 5 secondes ou des 10 secondes à George Russell qui va, ce qui est normal, plus vite que la normale dans les stands. Il n'y a pas de problème. Par contre, Mazepin, qui met en danger l'intégrité physique d'un collègue, c'est un collègue finalement, coéquipier ou pas, c'est pas son collègue. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est un collègue, c'est un de ses 19 collègues en piste. Avec lui. Ouais. À un moment, c'est scandaleux. La défense sur Pérez, il change, il freine, enfin, il change sur la zone de freinage. Pérez, alors qu'il a le DRS, bloque ses roues. Il se retrouve du coup avec une stratégie complètement. Quel intérêt ? Mais oui, aucun intérêt. En plus, Pérez, meilleure voiture du plateau, pire voiture du plateau. Mais oui, et il recommence avec Pérez quand Pérez le double. Juste avant la petite chicane là, à l'entame du troisième secteur. C'est sur le deuxième relais de Sergio Pérez. Pareil, il le bloque encore une fois. Il change de trajectoire au dernier moment. À un moment, il va falloir prendre des mesures et c'est pas dans l'intérêt de Haas. Alors je sais qu'Haas va les prolonger les deux. Là aussi, quel est l'intérêt de Haas de prolonger deux pilotes qui ne s'entendent pas humainement c'est un projet et en qui, fin de vie. surtout sportivement, mettent en difficulté l'équipe et se mettent en difficulté. Il y a un silence assourdissant, celui de Günther Steiner. Non, il n'y a pas un silence. Il a dit, ça aussi c'est un truc de fou, attends que je retrouve la citation, Steiner dit que personne n'est à blâmer sur l'incident du premier tour, c'est fou. Schumacher, Mazepin. Steiner qui a construit sa légende sur le fait que justement il mettait des tirs à ses pilotes, rappelez-vous de la période Grosjean Magnussen. Il est pendu par les noix par un oligarque russe, bien évidemment, que je te dise. Bien évidemment. Voilà pour le débrief en tout cas. Dans ces cas-là, vire Schumacher. Oui mais ouais, t'as raison. C'est un peu compliqué, c'est lui aussi qui apporte une partie des sponsors de cette écurie. Et Ferrari derrière, tu crois vraiment qu'ils vont continuer à m'autoriser s'il y a vire Schumacher ? Et puis surtout la question qui se pose, c'est je ne comprends toujours pas pourquoi Ferrari, enfin bref, on en reparlera peut-être dans une autre émission, mais comment Ferrari laisse Schumacher aussi dans cette situation-là au sein bien sûr de chez Haas. Il va devenir comme son père, hein, ça va le forger. Ça va le forger en effet. On regarde un petit peu les classements pilotes, les classements constructeurs. Côté pilote, ce qui est très intéressant, c'est que Verstappen, on vous l'a dit, est repassé devant Lewis Hamilton. Il avait 3 points de retard avant les Pays-Bas, il a 3 points d'avance désormais. Bottas qui repasse aussi également devant Lando Norris, mais vous le voyez, l'écart se creuse un petit peu.
bien sûr avec Sergio Pérez. Sergio Pérez désormais également talonné bien sûr 16 points d'écart entre Pérez et Leclerc. Leclerc lui aussi bien suivi par Sainz. Et vous le voyez, un Gasly qui met quand même 10 points à Daniel Ricciardo. Ça commence à se voir pour l'Australien. Du côté des constructeurs, Mercedes toujours en tête qui accroît son avance. Ferrari repasse devant McLaren. Et puis toujours ce duel Alpine, Alpha Tauri. Derrière, ça semble jouer entre Williams et Alfa Romeo. Alfa Romeo, justement, on en parle tout de suite dans le décryptage. On va parler de l'Italie. Le Grand Prix d'Italie arrive dans quelques jours. C'est le moment d'ouvrir une page assez importante de cette émission avec l'interview. Il s'appelle Antonio Giovinazzi, on parle très rarement de lui et pourtant c'est le seul Italien présent sur la grille, à se poser la question d'ailleurs de savoir s'il sera toujours en Formule 1 l'année prochaine. Alex Caldi a eu l'occasion bien sûr de le rencontrer à quelques jours de son Grand Prix national, peut-être la dernière fois qu'il vient dans une Formule 1 en tout cas à Monza. Alex Caldi, Antonio Giovinazzi, c'est l'interview de cette semaine. Yeah, I think was not too bad. Of course, we want always more, but it's like this, I think we had a decent first part of the season, better first part of the season than last year. Car is better, and I think we expect a little bit more points from what we show, especially in the winter test. But yeah, it's like this. We'll see now in the second part. We need to focus to put all together and to try to score more points compared to the first part of the season. And then for myself, I would like, especially in a race like Budapest, a Celtic race, to try to score it, to be in the podium, to bring another Italian in the podium and Alfa Romeo in the podium. This will be my dream for the rest of the season. Now, of course, I'm a better driver, with more experience. Now I think I had, more than 50 Grand Prix. So it's different when you do the first Grand Prix. The experience is not there, and so many new things is there. So you cannot just focus on the driving side, but you need to focus also on other things, not just in the track, in the car, but also outside of the track. With all the interview, all the press, all the marketing things. So it's a really busy schedule, the F1 weekend. But when you start to do, then everything is much more easy, and you are able to put less energy on that things and put more energy on the driving side. That is the main things during the race weekend. Yeah, of course, it's a dream, but now I want to just focus to do the best result in Alfa Romeo, to do well here, to help the team to grow up, and then we'll see what will be the future. I'm really happy, and I've been always happy to be with Kimi in the team, just because first of all he's a great person. No politics, just a really good guy, and of course he's a world champion. So for reference, if you enjoy him, I was really young, and I was on my first part of the career in Formula One. It was great to have him beside me, just because I could improve quite a lot in a good way. To watching him, and then we have a good relationship together to try to help the team, because this is the main things. The team asks for a good two teammates with a good relationship and work well together and try to improve the team. So I think I couldn't ask for a better teammate for my first years in Formula One. Yeah, I know. Yeah, I had a picture actually 2 weeks ago, and it was a full comment of Italian Jesus. But yeah, he's a big name, beside this. So I don't want to. For me, it's just an honor. But it's just too big, to be honest. Do you ever want to cut them all
all the hair? No, I love long hair, and I have a bet. I will not cut my hair, but I will cut just my hair if a podium happens. So just in case, yeah. Cooking, I started to cook actually when I was in quarantine, and I found a talent because I think I'm not too bad. No, yeah, outside the track, I love cycling with my bike, or of course gym. I need to do gym for training, and then yeah, just like a normal guy. Yeah, of course, video games, Xbox, simulator, and these kind of things. Thank you very much, Antonio. What can we wish you for the end of the season? I don't know. What do you? Thank you very much, and yeah, I don't know. I hope just maybe like Pierre or like Esteban, a win. Yeah, will be good. I will sign now a contract to have the same result. Yeah. Thanks. Thank you very much, Antonio. Ciao. Merci beaucoup Alex Caldi pour ce très bon moment avec Antonio Giovinazzi. Petit tour de table très rapidement les amis. Antonio Giovinazzi, on l'a vu, il n'a pas trop répondu sur les questions de son avenir. Vous le voyez continuer en Formule 1 ou pas du tout? C'est compliqué je pense. Mais en fait, il a de quoi faire, mais il aligne pas les week-ends assez réguliers, en course surtout. Quand on voit qu'il est meilleur que Kimi Raikkonen en qualification et que généralement il termine derrière, c'est un peu problématique. Donc peut-être qu'il a eu sa chance maintenant. On va voir l'année prochaine. Ouais, effectivement. Je me disais samedi, après sa qualif, c'est sa meilleure ou deuxième, enfin c'est co-meilleure, 7ème, non? 7ème, ouais. 7ème. Sa co-meilleure qualification en F1, que c'est dommage qu'il se retrouve à signer ses meilleurs perfs alors qu'il est menacé. C'était déjà arrivé lorsqu'il était déjà menacé. Alors je ne sais plus, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Il me semble, ouais, tout à fait. Il avait commencé à signer ses meilleurs perfs. À un moment, malheureusement pour lui, en course, il rate un peu son départ. Après, il se fait un peu pousser dehors. Je crois que c'est par une Ferrari. Bon, après Giovinazzi qui quitte la F1, honnêtement, je suis pas sûr qu'on soit vraiment, que ce soit une immense perte pour la F1. Alors, il y a quelqu'un par contre qui a annoncé qu'il quittait la Formule 1 chez Pas Alfa non plus une immense Romeo. perte. Et alors ça, justement, moi j'ai eu le débat samedi avec Brice, mais je ne dirai rien aujourd'hui, je te laisserai faire, Il y a des plateaux qui sont moins agréables que d'autres. Mon cher Hamza. Kimi Raikkonen, c'est pas non plus un secret, on s'y attendait entre guillemets. Kimi Raikkonen va quitter la Formule 1 à la fin de cette saison. Vous voyez ce petit tableau qui résume la carrière de Kimi Raikkonen. Je pense qu'il n'y a que le nombre de Grands Prix qui devrait augmenter normalement d'ici la fin de la saison. Je pense que le reste le nombre devrait de aussi normalement. de rester. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Pas faux. Ouais, t'as raison. Il y en a sur le A et sur le O. C'est vrai, il y en a, oui, tout à fait, sur les deux. Kimi Raikkonen, qu'est-ce que ça vous a inspiré l'annonce de la semaine dernière? On va peut-être commencer avec toi, Brice, parce qu'on sait que c'est ton pilote chouchou. Oui, c'est mon pilote chouchou, mais c'est Pépé, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il parte, quoi. Donc, moi, j'étais heureux de le voir continuer parce que, mais d'un côté nostalgique, en fait. Mais je n'attendais aucune performance de sa part depuis Alfa Romeo. Pour moi, le baroud d'honneur, c'est USA 2018. Il fait une course magistrale. On a eu des petits éclairs avec le Portugal l'année dernière où il fait un départ stratosphérique, mais on en discutait déjà en off. Raikkonen, sa carrière, elle s'éteint en 2008-2009. C'est ça. Et derrière, on a des belles choses. Hein. On a la pole à Monaco, on a la pole à Monza, on a les 2 victoires chez Lotus. Mais sur 9 ans, d'un pilote de son calibre, on aurait attendu plus. Et à partir du moment où il est champion du monde, à partir du moment où il y a cette saison 2008 qui favorise Massa alors qu'il est champion du monde, mais moi je vois qu'il est plus là. Et ça fait 13 ans qu'il est plus là pour moi. Donc je suis triste de le voir partir officiellement. Mais il était déjà parti depuis très longtemps en soi. Le talent, en tout cas, était derrière. Ah, mais... J'ai bien aimé le faciès d'Hamza, vous ne l'avez pas vu, mais c'était génial. Non, mais très honnêtement, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait que la seconde partie de Raikkonen, de carrière de Raikkonen, elle ternit un peu le Raikkonen que moi j'ai vu enfant. Clairement. C'est incontestable. Maintenant, je préfère voir ça avec un Raikkonen qui revient plutôt que de ne jamais voir Kimi Raikkonen, parce que la manière dont il quitte Ferrari en 2009, moi personnellement, j'ai pas trop apprécié. Même si l'année est compliquée. C'est maintenant, Santander qui le vire. Hein. Oui, c'est le sponsor, évidemment. Maintenant, encore une fois, sa seconde partie de carrière,
Si tu veux, sur la première partie de carrière, j'avais le pilote extrêmement rapide, extrêmement talentueux, une fois champion du monde qui aurait pu l'être beaucoup plus souvent s'il avait eu le matériel ou en tout cas la fiabilité. Sur la seconde partie de carrière, il y a ces années Lotus où effectivement il signe ses 2 victoires, mais je trouve qu'il fait un gros retour. Alors c'est peut-être aussi parce qu'il revient qu'il y a cette attente et qu'il performe et qu'il y a cette satisfaction de le voir performer. À partir du moment où il rejoint Ferrari, moi j'ai perdu Kimi Raikkonen et c'est plus du tout. Il y a cette paye là, il y a cette paye au point. Oui, bah, c'est peut-être ça, c'est dramatique. Il a un amour de l'argent, le Kimi, désolé. Hein. Mais quand on lui dit qu'il sera payé au point, qu'il sera payé $50 000 au point, ok. Ferrari devait le payer au point. Écoute, comment tu veux que je te dise. Mais après, sur la période Ferrari, moi, quand je vois un Kimi Raikkonen qui est attentiste en piste, qui ne veut pas dépasser, alors qu'il a la possibilité de dépasser le pilote devant, combien de fois j'ai été frustré par le comportement de Raikkonen ou l'inactivité de Raikkonen en piste. La seconde partie de carrière post-Lotus, pour moi, de Raikkonen, elle est triste. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que ce que tu dis là, moi, je l'ai totalement perçu et la frustration que j'ai eue était énorme, alors que sur 2001-2009, il est l'homme qui met le moins de temps à dépasser sur toute la période. C'est-à-dire que c'est celui qui passe le moins de temps derrière quelqu'un. Et après, tu as l'impression que tenter un dépassement était devenu quelque chose d'impossible. Espagne 2016 sur Verstappen, c'est frustrant. Tu vois, il a un matériel qui est meilleur que la Red Bull. Et alors évidemment, ça a donné lieu à la grande victoire de Verstappen. Et franchement, je pensais exactement à ce Grand Prix en plus. Ah ouais. Là, tu vois. Si vous voulez voir bien sûr une vidéo, quelle est la place de Kimi Raikkonen dans l'histoire de la Formule 1, vous allez sur la chaîne bien sûr First Team Sport. C'est un sujet qu'on avait abordé l'année dernière en débat. La situation n'a pas trop évolué dans la carrière de Kimi Raikkonen depuis 1 an, donc je pense que cette vidéo est toujours d'actualité. Moi, à titre personnel, ce qui me dérange un peu sur la deuxième partie, je vous rejoins exactement ce que vous avez dit ici, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette question. Le seul truc qui me gêne, c'est que le personnage a dépassé un petit peu le pilote, entre guillemets. Les récentes déclarations, ça n'a jamais été ma motivation, etc. La Formule 1, choses auxquelles j'ai un petit peu de mal à croire. J'ai l'impression que c'est plus le personnage que le pilote qui parle. Les amis, on a parlé d'un Finlandais, Kimi Raikkonen. Ouvrons surtout le débat sur un autre Finlandais, un de nos chouchous, Valtteri Bottas. Mercedes a-t-elle ruiné la carrière de Valtteri Bottas? C'est la question qu'on a envie de vous poser bien sûr aujourd'hui avec ce premier constat. Mercedes et Valtteri Bottas, c'est fini. C'est pas officiel au moment où on enregistre cette émission. Ça l'est davantage, ça le sera davantage peut-être au moment où cette émission sortira. On le sait, c'est désormais c'est acquis, remplacé par George Russell donc chez Mercedes en 2022. Voilà les coulisses un petit peu de la décision. Je vous donne les différents termes. La décision a été annoncée aux 2 pilotes pendant la trêve. Hamilton, tout au long de l'été, après avoir re-signé son contrat, aurait fait un lobbying puisqu'il était agacé de voir justement George Russell arriver dans cette voiture dans le baquet d'à côté. Il était très agacé. Ce lobbying a failli payer, mais Toto Wolff a tranché avec cette raison, la volonté pour Mercedes de préparer l'avenir. Le futur de Valtteri Bottas, il devrait s'inscrire du côté de chez Alfa Romeo. Il remplacera Kimi Raikkonen dans un rôle de numéro 1. Les discussions ont abouti sur un accord pluriannuel, ce qui est une chose nouvelle dans la carrière bien sûr de Valtteri Bottas, lui qui voulait retrouver une ambiance également plus fun. Regardez cette déclaration de Toto Wolff. Toto Wolff qui déclarait ceci à propos de Valtteri Bottas. Il a toujours été le coéquipier du meilleur pilote de tous les temps. Ce n'est pas toujours facile de briller lorsque l'on pilote dans l'ombre de Lewis, mais Valtteri est fantastique. Il a coché toutes les cases, non seulement récemment, mais aussi avant. Toto Wolff qui ne pouvait pas prendre le risque de gâcher la carrière de George Russell pour répondre à une question qu'on posait il y a quelques semaines. J'ai envie de vous en poser une autre après avoir vu cette déclaration de Toto Wolff. Est-ce que Valtteri Bottas était le bon choix en 2017 lorsqu'il a été recruté en remplacement de Nico Rosberg? Il a été le choix un peu par défaut de Mercedes parce que Nico Rosberg annonce sa retraite, on est le 2 décembre 2016. 2 décembre, tu n'as plus le choix des pilotes. Tu as ceux qui sont sur la grille qui ont déjà signé pour 2017 avec du coup un travail en interne d'ingénierie pour préparer la voiture, des ressentis, des feedbacks du simulateur. À ce moment-là, il faut prendre ce qu'il y a. Ce qu'il y a à ce moment-là, c'est un Valtteri Bottas qui est chez Williams qui à l'époque est déjà motorisé par Mercedes, et à côté duquel il y a un Felipe Massa qui est vieillissant et qui doit partir à la retraite normalement. Il n'est d'ailleurs pas parti à la retraite pour pallier au départ de Valtteri Bottas. Donc, aujourd'hui, si on prend le prisme de lecture de l'époque, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que Valtteri Bottas. En plus, il est managé par Toto Wolff. Donc, le choix, il est logique et raisonnable. Est-ce que derrière le choix est logique et raisonnable de le garder 4 saisons?
alors que des pilotes Mercedes poussent au portillon, que d'autres talents se sont révélés. Ça, c'est différent. Moi, je pense qu'ils ont juste été pris de court par le timing et que derrière, Hamilton, au vu de la facilité avec laquelle il s'en sort en interne en 2017, pourquoi aller chercher plus compliqué ? Il a eu quand même des superbes vacances en interne en 2017. Il faut rappeler le contexte. Quand Rosberg quitte la F1, refuse de défendre son titre face à Lewis Hamilton, lâche Mercedes, on dira c'est lâche. Non mais plus sérieusement, Mercedes se retrouve forcément en difficulté. Et puis il faut se rappeler aussi du contexte fin 2016 où Mercedes en interne est au bord de l'implosion parce que Rosberg, c'est le champion du monde, c'est Nico, champion du monde allemand. On t'a favorisé sur l'ensemble de la saison par des déclarations, notamment en fin de saison. Lewis Hamilton qui devient presque persona non grata suite à son comportement en piste à Abu Dhabi sur la dernière course. Tu te retrouves dans une situation où Mercedes perd son chouchou, doit aller récupérer un pilote qu'ils ont fusillé publiquement. À un moment, on est passé de persona non grata à « Oh, Lewis, notre sauveur ». Effectivement, on parlait alors à l'époque, on parlait d'éventuelles sanctions contre Lewis Hamilton pour ce qu'il a fait à Abu Dhabi. Du jour au lendemain, c'est passé. Non, mais effectivement, notamment, je crois que c'était Niki Lauda. J'ai été pilote, je peux comprendre le comportement de Lewis Hamilton. Alors c'était le premier à l'avoir dézingué. Donc tu te retrouves avec un Lewis Hamilton finalement que tu parviens à récupérer. Là, Mercedes se retrouve juste dans un objectif déjà, trouver un pilote compétitif, mais surtout éviter de revivre la saison 2016. Si tu prends le classement du championnat du monde en 2016, le top 6, c'est les pilotes Mercedes, Red Bull, Ferrari. Ces pilotes Mercedes, Red Bull, Ferrari, donc Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel et donc Rosberg qui part à la retraite, Hamilton, c'est des pilotes qui ont un jour ou l'autre l'objectif de devenir champion du monde. Si tu leur offres la meilleure voiture, l'objectif, il est clair pour eux, c'est d'aller chercher le titre mondial. Lewis Hamilton, pas Lewis Hamilton. Donc ces 4 options plutôt sont déjà exclues. Tu te retrouves derrière avec, je crois au classement dans l'ordre, ça donne Perez qui est chez Force India, Bottas chez Williams et Hülkenberg chez Force India. Des pilotes qui n'ont pas effectivement le passif pour piloter une voiture championne du monde, qui n'ont peut-être pas l'aspiration tout de suite d'aller chercher le titre. Donc il reste en gros 3 choix et effectivement le choix le plus logique c'est d'aller chercher Valtteri Bottas chez l'écurie sœur Williams, managé par Toto Wolff. Et effectivement à ce moment-là avec un Valtteri Bottas, je crois qu'il avait collé un 18-3 ou un 17-4 à Massa en qualif, le choix semble naturel. Et évidemment que Valtteri Bottas ne pouvait pas refuser une telle proposition. Donc en 2017, c'est le choix début 2017 ou fin 2016, enfin c'est officialisé début 2017. Le choix, à mes yeux en tout cas, semble le bon et il est parfait. Il signe chez Mercedes le 16 janvier 2017, Valtteri Bottas. Les essais hivernaux commencent 9 mars. Il y a 40 jours pour préparer. Donc en fait, il n'y a vraiment pas le temps. Il faut prendre quelqu'un et comme l'a dit Hamza, en fait, il y a un moment donné, il y a un choix de raison à faire. Ils viennent de vivre 3 ans d'enfer en interne, Mercedes. Surtout 2016. Oui, mais 2016 est l'avènement d'une cocotte minute quand même, qui commençait déjà avec des Spa 2014, avec des Bahreïn 2014. Surtout tout à l'heure, tu parlais, excuse-moi, je te coupe, tu parlais des contrats. Encore une fois, moi, si tu me dis en 2016, fin 2016 ou début 2017, tu as Sébastien Vettel, ou tu as Max Verstappen, ou tu as Fernando Alonso, qui à l'époque était chez McLaren. Tu vas solliciter, Mercedes sollicite un de ses pilotes. Moi, je suis persuadé que ces pilotes font tout pour se libérer pour aller chez Mercedes. C'est sûr. Et puis, il faut bien se rappeler que Valtteri Bottas, à ce moment-là, n'a pas l'image qu'il a aujourd'hui. Valtteri Bottas, c'est un jeune pilote rapide. On ne sait pas ce qu'il vaut forcément plus, parce que la Williams est à ce moment-là la 3e force du plateau. Ils font des pôles, enfin une en Autriche. Valtteri Bottas mène un Grand Prix à Silverstone en 2015. 2015, c'est ça. 2014, je sais plus. Donc, en soi, il y a un potentiel qui est révélé. Mais on ne sait pas, comme avec Max Verstappen chez Toro Rosso, si ce potentiel va venir détruire Lewis Hamilton ou s'il va venir juste se positionner comme ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose. Par contre, ce qu'on se dit au moment où il le signe, c'est que il y a quand même bien de la chance, le Valtteri, d'être à ce moment-là, au bon moment. C'est intéressant. Là, vous parlez vraiment du prisme. Enfin, vous prenez cette question, était-ce le bon choix en 2017 ? Vous expliquez bien avec le contexte.
sous le prisme Mercedes, c'est-à-dire ce passage, cette transition, vous l'avez dit, depuis que Mercedes est revenu en Formule 1, on entendait Mercedes dire « Nous, notre ADN, c'est que nos pilotes doivent pouvoir se battre en piste sans qu'on donne de consignes ». Passé 2016, vous l'avez très bien expliqué, Bottas arrive et il y a cette idée de pilote numéro 1, pilote numéro 2, d'un duo qui soit complémentaire pour aller chercher tous les titres. Mettons-nous un peu du prisme de Valtteri Bottas. Quand tu es Valtteri Bottas, que tu as eu des résultats dans une plus petite écurie, tu arrives chez Mercedes, même si on te donne cette consigne, cet élément, cette description du contexte, est-ce que c'est pas ça aussi à un moment donné qui a bouffé Valtteri Bottas, c'est de se dire, je suis dans la meilleure équipe au monde, l'équipe dominante, j'ai peut-être la possibilité d'aller chercher un titre et en définitive de se fracturer contre la barrière, quoi. Non mais on peut pas. Enfin, moi je suis Valtteri Bottas. Et on peut pas lui en vouloir, hein. J'y vais tous les jours. Mais complètement. N'importe quel humain sur Terre, normalement constitué au niveau du cerveau, on lui offre la possibilité d'aller chez Mercedes, la meilleure écurie au monde, enfin qui a la meilleure voiture au monde pour lutter pour le titre mondial. Mais évidemment qu'il n'en est pas refusé. Alors, et puis il y a un point important, juste pour terminer, on n'a pas signalé tout à l'heure, mais Toto Wolff, contrairement à Perez, à Hülkenberg, à tous les autres candidats potentiels, Toto Wolff, il connaît du coup Valtteri Sûr. Bottas. Il est manager. Comment t'expliques du coup le choix de Daniel Ricciardo de partir chez Renault? Parce que Red Bull lui offre un matériel qui, à ce moment-là, ne lui permet pas d'être titré, Ah, pareil. mais qui peut aller en haut et qui se dit non, je suis barré là, je suis bloqué par Max Verstappen, il faut que j'aille chez Renault pour être premier pilote quelque part. Là, Valtteri Bottas, ok, c'est la chance de sa vie, je suis d'accord, c'est la chance de sa vie. Mais aujourd'hui, à 32 ans, est-ce que, sans avoir fait ce choix en 2017, un choix qui, enfin, c'est le diable, hein, enfin, c'est genre, tiens, vas-y, viens, je t'offre tout, effectivement, Mercedes, c'est difficile de refuser, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'aurait pas eu peut-être une meilleure carrière et une meilleure position à 32 ans Mais que d'aller chez Alfa Romeo? D'accord, alors je te pose la question, c'est quoi une meilleure carrière? Bah, attends, parce que du coup, la question se recentre et change. Est-ce que Valtteri Bottas a fait une bonne carrière selon Alors, toi? ça c'est intéressant. On passe On tout en de suite à parlera cette tout à suite l'heure. parce que sinon, regardez, il y a le petit tableau. Le passage de Valtteri Bottas chez Mercedes. Regardez le bilan. Alors, c'est un bilan en statistique, hein. Après, pour le reste, pour l'impression, je vous laisserai commenter. Il est là le bilan. C'est 5 saisons. Pour le moment, 92 GP. Regardez, moi, c'est les ratios qui m'intéressent. 9,78% de victoire, 18 de pole position, presque 60 de podium et 17, on va dire, de meilleurs tours. Surtout, c'est le numéro 2 d'une des plus grandes hégémonies de l'histoire de la Formule 1. Il y a les 8 titres remportés, c'est 100% de réussite depuis 2017 quand même pour Mercedes, en attendant de voir ce qui va se passer en 2021. 60% de victoire, 60% de pole position, si on prend le ratio Lewis Hamilton, bien sûr, adossé à celui de Valtteri Bottas. C'est quoi votre bilan? Est-ce qu'il aurait pu faire mieux, Valtteri Bottas, au sein de cette écurie Écoute, Mercedes? moi, Est-ce qu'on lui demande de faire mieux? Mais, Est-ce qu'on lui demande de faire mieux? mais lui, aujourd'hui, le lui bilan. se demande ça. Non, mais lui, il veut ça. le bilan de l'écurie. On a Tout déjà eu à l'heure, ce débat. on posait la question sur Mercedes. Mercedes, entre 2017 et 2020, en attendant 2021, ils ont remporté tous les titres constructeurs, ils ont remporté tous les titres pilotes. Il n'y a pas eu l'ombre d'un problème en interne entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. T'es content de finir deuxième du course, on est deux? Mais évidemment que non. Bon, bah voilà. Mais évidemment que non. Mais en fait, tu poses pas la bonne question. Encore une fois. Excuse-moi, tu ne maître. poses- Non, mais... Excuse-moi, maître. Non, mais en fait, tu pars du principe que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sont sur un pied d'égalité en termes de talent et en termes de traitement de la part de Mercedes, ce qui n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Et ce qu'on demande, et j'imagine, j'ose espérer que lorsque Valtteri Bottas a signé ou au moment de signer son contrat, on lui a clairement fait comprendre que tu serais numéro 2. Lui avait peut-être l'espoir d'aller chercher, un peu comme Rosberg, sur une saison, pourquoi pas, un titre de champion du monde. Peut-être que lui ne serait pas parti comme Nico Rosberg, mais c'est un autre débat. Oh, c'est pas sûr ça. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Il les bouffe quand même. Hein. Il les bouffe ses coéquipiers, hein, Lewis. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui sont restés longtemps. Hein. Ouais, mais- Hors période où il jouait pas le titre. Je veux dire, Alonso s'est barré au bout d'un an. Rosberg, il est resté 3 ans. C'était son meilleur pote, il s'est barré. Bottas, c'est justement parce qu'il ne joue pas ça qu'il reste aussi longtemps. Et sinon, enfin, en fait, il se ferait graille, mais graille. Mais peut-être mentalement. que l'objectif au moment où il signe son contrat en 2017 de Bottas, c'est 2017, 2019, 2021, peu importe, je gagne un titre mondial et après, j'ai fait mon taf. Il ne l'a pas fait. Mais ça, c'est un objectif personnel. Oui. Mais sur le prisme Mercedes, sur le prisme Lewis Hamilton, qui est du coup le prisme Mercedes. Et là, on parle de la carrière de Bottas. Mais la carrière de Bottas, ok, donc. Bottas, est-ce qu'il a fait une bonne on carrière? est dans la fiction. On est dans la fiction. En Barrichello 2017, fait une il bonne reste- carrière? en 2017, il reste chez Williams. Qu'est-ce qu'il peut espérer? Parce qu'entre 2017 et 2019-2020, Mercedes est seul au monde. Parce que Ferrari, sur des demi-saisons, ils ont essayé, mais au final, on a vu en plus ce que ça a donné.
Mais attends, tu peux parce que tu es chez Williams en 2017 que tu peux pas estimer que tu vas aller plus haut à un moment donné. Ricardo a bougé, t'as Norris qui est arrivé, t'as des mecs qui sont montés, Pérez il est passé de Force India à Red Bull. D'accord, mais si. Au bout d'un moment, Alors, ça là, bouge. encore une fois, on est dans la fiction. Mais si à un moment il rejoint Renault, il rejoint McLaren ou il rejoint Ferrari, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Valtteri Bottas aurait l'image qu'il a actuellement? Est-ce que Valtteri Bottas aurait les résultats, les statistiques qu'il a actuellement? Est-ce qu'il aurait pu prétendre à mieux à l'avenir? Puisqu'on en parlera tout à l'heure. Moi, je suis pas sûr. Je trouve que Valtteri Bottas a fait le bon choix. Est-ce qu'il a performé face à Lewis Hamilton? Non. Est-ce qu'on lui demandait de performer face à Lewis Hamilton? Non. Moi, je te parle juste du jugement de la carrière selon lui. Et moi, je trouve que sa carrière, elle est celle du mec qui s'est fait torpiller et utiliser par il est double vice-champion du monde. Mais qui ne serait pas? Mais ils sont deux dans le championnat. Non, mais c'est faux. C'est faux. Jusqu'à l'année dernière, si. En 2019, il est vice-champion du monde, Valtteri Bottas. En 2019, il y a la bataille avec Sébastien Vettel jusqu'à un moment donné où Vettel se plante. Mais tu peux pas reprocher encore une fois à Valtteri Bottas de faire autre chose que ce qu'on lui demande. Il est venu très vite, le stylo. C'en est un autre. On a compris, vous ne serez pas d'accord sur la même question et l'appréciation bien sûr, du passage de Valtteri Bottas chez Mercedes. On a vu hier un élément très important. On n'en a pas parlé dans le débrief, on voulait se le garder dans le débat. Il y a cette phase à la fin de course, on lui passe les softs, si je ne dis pas de bêtises, en fin de course hier, et on lui demande surtout de ne pas faire le meilleur tour. Purple Sector 1, Purple Sector 2, on lui demande de relâcher. James Walls dans la radio lui dit il faut absolument que tu relâches, il faut absolument que tu relâches. Il perd une seconde dans le 3e secteur et il prend quand même ce meilleur tour qui sera ensuite battu par Lewis Hamilton. La question, quand on a tous vu ça hier sur notre écran, c'est que cette nouvelle du départ de Valtteri Bottas, elle va être très rapidement officialisée. Si ce n'est pas le cas, je vous le disais, quand cette émission va sortir, est-ce qu'il va être team player et il va être dans le team spirit jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que ça peut pas être le talon d'Achille de Mercedes dans la lutte justement pour les constructeurs et pour les pilotes? C'est peut-être aussi pour ça. C'est la raison pour laquelle Mercedes a essayé de retarder au maximum. Sauf que tu as aussi une gestion de carrière avec Russell, tu as une gestion de carrière avec Bottas, tu as la pression d'Alfa Romeo, de Ferrari pour aller placer Bottas. Enfin, c'est tout un environnement, un écosystème au sein du paddock de la Formule 1 qui fait que Mercedes a essayé de retarder, mais à un moment, ça devient compliqué. Et oui, l'interrogation aujourd'hui, c'est de savoir si sur la fin de saison, par exemple, sur un Grand Prix X en fin de saison, si Valtteri Bottas est premier, Lewis Hamilton est deuxième et qu'Hamilton a besoin forcément de points pour le championnat du monde, est-ce que Bottas laissera sa place? Personnellement, j'en doute. Je suis pas sûr qu'il joue pour l'écurie, mais je suis pas sûr qu'il joue contre non plus. Non, mais il jouera pour lui. Non, mais une Raikkonen, une qualification à Monza 2018, une façon un peu Raikkonen, quoi. Et des points étaient précieux pour Vettel à ce moment-là. Ouais, mais je suis pas sûr que ça porte trop préjudice à Hamilton. Je suis pas sûr qu'Hamilton ait besoin de Valtteri Bottas, en vrai. Ah bon? En fait... En 2018, à Sochi, il avait besoin de lui, par exemple. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il n'a pas la meilleure voiture. Oui, je suis d'accord, mais en attendant, aujourd'hui, est-ce qu'il a servi à un moment... Il a servi en Espagne, à la rigueur, Valtteri Bottas. Mais il n'y a pas non plus des exemples criants qui font qu'aujourd'hui, que Lewis Hamilton soit à 3 points de Max Verstappen, uniquement, parce qu'il y a Valtteri Bottas. Le fait juste de la présence de Valtteri Bottas, si tu n'as pas Pérez par exemple, ça offre une possibilité stratégique, un doute supplémentaire à Red Bull qui peut ensuite, c'est un cheminement, un cercle vicieux, et Red Bull commet des erreurs. Est devant à ce moment-là, c'est Lewis Hamilton devant Bottas et que Bottas soit là. Oui, Bottas, mais il fera ce qu'il peut. Non, mais encore une fois, Red Bull a, à mes yeux en tout cas, la meilleure voiture par rapport à Mercedes. Alors sur certains types de circuits peut-être, mais tu as plus de chances en étant Lewis Hamilton de performer avec un coéquipier qui met aussi la pression sur Max Verstappen plutôt qu'en 1 contre 1. Une petite déclaration de Valtteri Bottas pour évoquer l'avenir. On l'a dit, l'avenir proche, c'est bien sûr cette fin de saison avec Mercedes. L'avenir à plus long terme, c'est cet engagement du côté de chez Alfa Romeo. Regardez ce qu'il disait, Valtteri Bottas. Voilà, la photo est fantastique. Elle lui va bien, cette combi au teint à notre ami Valtoche. J'ai envie d'avoir un contrat de plusieurs années parce que ça m'aiderait à être plus impliqué vis-à-vis de ma future équipe. C'est quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant en F1. Ce nouveau challenge, il devra être amusant, passionnant et que je puisse travailler dans une atmosphère qui me plaît. Je veux continuer en Formule 1, c'est certain. J'ai encore quelques bonnes années à offrir au public. Voilà les volontés et le nouveau contour du nouveau challenge de Valtteri Bottas. La question forcément qui découle, et ce sera la dernière dans ce débat, peut-il avoir une belle deuxième partie de saison? Parce que quand on s'amuse à faire des sondages autour de Valtteri Bottas, à savoir est-ce que vous voulez le voir rester chez Mercedes, continuer chez Alfa ou chez Williams, ou alors quitter la Formule 1, aujourd'hui
aujourd'hui, une majorité de gens veulent le voir quitter la Formule 1. C'est quelque chose, moi, personnellement, qui me sidère. Est-ce qu'il peut redresser un petit peu la barre ou, en tout cas, avoir une meilleure cote de popularité, relancer sa carrière en partant ailleurs? Moi, je pense que son départ peut lui amener une deuxième partie de carrière intéressante par le fait que lui va apporter 4 ans d'expérience au plus haut niveau avec Mercedes et qu'il a cette opportunité d'offrir à une équipe cette position de leader technique. Et oui. S'il le fait, il peut se révéler être indispensable sur les 5-6 années à venir pour une écurie. Et ça, c'est primordial pour lui. S'il conserve cet état d'esprit actuel et qu'il va chez Alfa Romeo en pré-retraite, on assiste juste là, à l'heure actuelle, au déclin et puis à la mort de la carrière de Valtteri Bottas. Mais s'il fait comme Romain Grosjean, s'il s'inscrit dans un projet long terme pour venir dire écoutez, moi les gars, j'ai 150 GP en F1, j'ai roulé chez Lotus, qui a gagné des Grands Prix, j'ai roulé chez Renault, qui avait gagné des Grands Prix, je peux vous amener quelque chose. Là, oui, je pense qu'on peut se refaire une image de Valtteri Bottas autre que celle d'un mec torpillé pendant 4 saisons. Mais non seulement il peut se refaire une image, mais aussi il peut devenir attractif pour Red Bull, pour McLaren, pour Ferrari et pour toutes ces équipes qui espèrent. Tu penses à un rebond après Alfa Romeo? Très clairement, si jamais il reste, il fait 1 an, il fait 2 ans, peu importe, mais il performe très nettement chez Alfa Romeo, qu'en plus, ce serait un petit coup de pouce, Alfa Romeo lui offre une voiture d'aller capable régulièrement d'aller dans les points sans même aller sur l'exemple Alpha Tauri avec Pierre Gasly. Mais Valtteri Bottas, à mes yeux, la partie la plus importante de sa carrière débute en 2022, du coup la saison prochaine, avec cette première saison chez Alfa Romeo. Si tout de suite il répond aux demandes, il performe et il permet à Alfa Romeo de progresser, mais sa cote, elle va grimper, elle va exploser. Et il va devenir sincèrement, je pense, très très attractif pour n'importe quelle équipe du plateau. Pourquoi on considère que Pérez c'est un bon call pour Red Bull? C'est parce que Pérez, il a eu ses déboires avant et derrière il s'est affirmé comme un leader d'équipe moyenne pour derrière se retrouver numéro 2 dans une équipe de très haut niveau. Valtteri Bottas, aujourd'hui, va de plus en plus correspondre à la fiche de poste d'un second pilote Red Bull aussi, par exemple. Clairement. Ça va correspondre à cette fiche de poste du mec qui va apporter quelque chose, un bagage derrière. C'est ça, avec le passif Mercedes. C'est sa tête qui est intéressante. Et avec le passif Mercedes, le passif, j'ai été 4 ans au sein d'une écurie championne du monde. Championne du monde. Bon, si je vous écoute là, en tout cas, vous êtes plutôt optimiste sur la suite de carrière de Valtteri Bottas. Et à la question si Mercedes a ruiné sa carrière, la réponse, on sera tous d'accord, c'est non. Pour le moment. En fait, 3 petits points. À voir l'année prochaine. Il la gangrène. Maintenant, il faut couper la jambe vite quand même. Les amis, merci pour ce débat. N'oubliez pas bien sûr de réagir. Instagram, Twitter et puis en dessous de cette vidéo si vous la regardez actuellement sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport. Très rapidement, le quiz spécial finlandais tout de suite. Allez, ça va très vite. Un vrai ou faux sur les Kimi's Facts, les faits de Kimi. Je vous raconte des histoires et vous me dites si c'est vrai ou si c'est faux. On va très vite. Alors qu'il effectuait son service militaire, Raikkonen s'est enfui de la base militaire pour signer en Formule Renault. Vrai. Faux. Vrai. C'est Boyce qui marque le premier point. Au Grand Prix de Monaco 2006, après son abandon, Kimi est parti prendre l'apéro. Oui. Il l'a dit en premier. Sur un yacht plutôt que de revenir à son stand. Kimi n'est pas le Finlandais à avoir le plus gagné en Grand Prix en Formule 1. Faux, c'est lui. Exactement, pour une course. 21 victoires pour Kimi Räikkönen, 20 pour Häkkinen. Kimi Räikkönen a reconnu dans son autobiographie avoir commencé à beaucoup boire après son éviction de chez Ferrari en 2009. Non, faux, c'est avant. Ben non, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Christian Horner et Toto Wolff ont cherché à engager Kimi Räikkönen. Oui. En 2012. Exactement. À l'époque, Toto Wolff était chez Williams et Christian Horner, c'était à remplacer Weber. Williams, Red Bull et Lotus. Et Lotus, exactement. Lorsqu'il s'engage chez Lotus, le contrat signé avec Gérard Lopez prévoit une rémunération de 50 000 euros par point inscrit. Tu l'as dit en plus tout à l'heure dans l'émission. En 2013, entre le Grand Prix... Alors, d'ailleurs, excuse-moi, juste la parenthèse, 50 000 euros, il a marqué 390 points en 2 ans. J'ai fait le calcul, ça fait soupe est bonne. 19,5 millions. Bravo Kimi. En 2013, entre le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix de Bahreïn, Kimi a fait 16 jours de sevrage d'alcool pour réussir à monter sur le podium. Faux, vrai. T'as raison, c'était faux. C'était faux parce qu'il a raconté que pendant 16 jours, il avait bu. Je vais prendre la citation sans s'arrêter. Il a dit j'ai bu pendant 16 jours sans m'arrêter. Kimi Räikkönen est le Finlandais à avoir fait le plus de pole position. Vrai.
Non, c'est vrai, faux. J'ai dit Non, c'est Bottas, je pense. Ah non, c'est Bottas. ça non, doit être, c'est Hakkinen. 26, Hakkinen, ouais. Kimi 18, Bottas 17. Kimi Raikkonen a raté l'hommage de Michael Ouais. Schumacher. Ouais, vrai. Il chiait. Ouais, mais j'ai pas fini. Ouais, voilà, t'as donné le truc. J'allais dire parce qu'il était parti fumer, mais non, il était parti chier. Ah oui, non, Parce bravo. qu'il était parti chier. Bravo. Non, mais il a dit vrai. Ouais, bref. En 2004, pardon, lassé des problèmes de fiabilité de sa monoplace, il l'avait surnommé devant les médias, écoutez bien, la MP4 19 shit. Faux. Vrai. Non, C'est vrai. J'aurais te laissé. C'est vrai. Allez, vous pouvez voir faire la cerise avec le jeu des enchères. Combien de pilotes finlandais en F1 êtes-vous capable de me citer? 6. 6. Ouh, balèze. Tu peux dire mieux ou pas? Non, je sais même pas si on a eu 7. Ok, vas-y, c'est parti. Kimi Raikkonen, Keke Rosberg, Heikki Kovalainen, Mika Salo, Ouais, Valtteri Bottas, ouais, JJ Leto. ouais. On a pas oublié C'est un? 6, hein 1, C'est à 6, hein 2, 3, 4, 5, 6. 6, et il avait oublié Mika Hakkinen. Oh purée, c'est C'est vrai. vachement beau, bravo. Brice mène, mais Hamza a l'occasion de se refaire avec le quiz énumération. Oh. Je vous demande, s'il vous plaît, chers amis, les 14 coéquipiers qui ont accompagné Kimi Raikkonen. On n'est pas obligé de trouver les 14, mais on va commencer Allez. bien sûr avec... on commence avec Hamza, puisque Brice est largement en tête. Fernando Alonso. Fernando Alonso, bien sûr. Antonio Giovinazzi. 19 courses. Antonio Giovinazzi, 51 courses. Sébastien Vettel. Sébastien Vettel, je suis en train de regarder, mais bien évidemment, hein, Sébastien Vettel, ça marche. Romain Grosjean. Romain Grosjean, c'est bon. Sébastien Vettel, 81 courses. Romain Grosjean, 36. Nick Heidfeld. Nick Heidfeld, en effet, 17 courses en Felipe 2001. Massa. Felipe Massa, 45 courses entre 2007 et 2009. Coulthard. Coulthard, en effet, 51 courses entre 2002 et Juan 2004. Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya, 27 mec. courses entre 2005 et 2006. Ça commence à se corser, là. Badouer. Luca Si, si, Badoer. pareil, quand il y a Oui, la oui, course t'as raison. Massa. 2 Une courses course. en 2009. T'as raison. David Coulthard. David Dit, Coulthard, il a déjà déjà dit. été dit. Non. Quoi? Si. Il a déjà été dit par Hamza. Et donc c'est la victoire de Hamza Ramani. Voilà comment se termine cette émission. Et c'est pour ça qu'on aime les quiz, parce que souvent ça se termine en hold-up. Bravo à notre cher Hamza. Merci les gars d'avoir été avec nous. C'est une très très belle émission. On a encore dépassé bien sûr le chronomètre. On essaiera de faire mieux dès la semaine prochaine pour le rendez-vous dès le 13 novembre après le Grand Prix d'Italie. On sera terminé de la saison européenne à ce moment-là et on partira vers d'autres cieux. Mais pour suivre bien évidemment la fin de saison 2021. Merci Brice, merci Hamza, merci à Tom, Polo et Erwan bien sûr en régie, équipe de choc, équipe de luxe. Vive le First Team Sport et on a rendez-vous dès lundi prochain, dès mercredi prochain. Salut. Ciao.